Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et nous voici dans notre deuxième numéro de notre émission. Nous vous avons donné rendez-vous. Nous voici à ce second numéro et aujourd'hui, nous allons continuer par à approfondir ce que nous avons commencé la dernière fois. Je rappelle, la dernière fois, nous avons commencé par discuter de l'intelligence artificielle générative, donc généralement connue sous le nom de l'IAG, où nous avons un peu exploré les avantages, les inconvénients et surtout les opportunités que l'intelligence artificielle générative peut créer aussi bien pour les particuliers, les pays en développement et surtout pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous n'allons pas poser notre valise très bien loin. Nous allons continuer toujours dans cette direction d'explorer les technologies et on va aborder un sujet bien particulier aujourd'hui qui est le sujet des clouds, des données et de la souveraineté numérique. Alors, j'espère que vous avez pu faire le lien. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle forcément de cloud, on parle forcément de données. Bon, la question de souveraineté numérique, elle aussi vient forcément parce que quand on parle de données, il y a des enjeux de souveraineté. Aujourd'hui, c'est la question que nous allons explorer et vous savez que je ne suis jamais seule. Nous sommes présentes toutes les trois, mais nous avons aussi une quatrième intervenante. Donc, je vais donner la parole à chacune de se présenter et je me présenterai à la fin. Donc, Christine, tu as la parole. Merci. Bon, comme d'habitude, consultante en tant que programme manager IT et IA auprès des entreprises et également fondatrice de l'entreprise Cloud Service Déploie où je propose mes services et pour accompagner les entreprises sur les besoins de déploiement, migration au sein du cloud et l'automatisation des processus métiers. Voilà, pour Miss Christine. Merci Christine. Moi, c'est Ornella, je suis Ornella Amissi. Je suis freelance entrepreneur chargée de communication et de projets numériques. Donc, voilà, je vais accompagner tout ce qui est entrepreneurs, associations, entreprises dans l'élaboration et la mise en place de leur projet de communication numérique. Voilà. Et donc, c'est Irène. Merci. Oui, Irène. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Irène Amedi, je suis développeur web, je suis en pleine immersion en gestion de projet IT. Je suis aussi chargée de communication digitale pour les entreprises, communautés et événementielles. Enchantée. Enchantée, Irène. Comme vous le voyez, nous sommes entourés des dames qui sont habituées à la technologie, au monde du numérique et de l'entrepreneuriat. Alors, moi-même, je suis Bernadette Moupedi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et je suis aussi cofondatrice de l'agence Communication et je suis intéressée par tout ce qui est communication publique et politique et je fais du consulting auprès des entreprises et aussi j'enseigne. Donc voilà, donc pour résumer ce que je fais et je reviens dans le vif de notre sujet quand je l'annonçais, le thème qui nous retient ici cet après-midi, c'est les clouds, les données et la souveraineté numérique. Alors, quand je suis persuadée que nous avons tous déjà entendu parler d'au moins un mot dans ces trois mots, que ce soit le cloud, que ce soit les données, la souveraineté numérique. Peut-être nous ne connaissons pas en profondeur ce que ces mots évoquent, mais nous ne sommes pas forcément des spécialistes de ces questions, mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous avons quand même des connaissances à partager. Alors, nous allons essayer de vous éclairer sur ces sujets et vous nous direz en commentaire ce que vous pensez et ainsi de suite. Alors, quand je parle de la guerre des données, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre des données? Et si oui, qu'est-ce que cela vous évoque à chacune de vous trois? Donc, la question est libre à qui veut prendre la parole. Bon, Christine, tu vas plus vite. Je te laisse la main, on est là. Alors, bon, on va faire peut-être honneur à notre invitée, Irène, quand je parle de la guerre des données, parce que les filles ne sont pas très d'accord entre elles. Ok, d'accord. Moi, quand j'entends guerre de données, j'entends la collecte de données, mais de différentes manières, pas de la manière classique, mais de manière plus intelligente et beaucoup plus calculée.
D'accord, merci Irène. Donc là, Ok. on parle Pour de ajouter, collecte de données, oui. ok. Ouais, pour ajouter, justement, quand j'entends guerre de données, c'est normal, hein, parce qu'on va vers un monde un peu qui va être la guerre de données, parce que la donnée va devenir l'ADN des entreprises. Donc, quand moi j'appelle guerre des données, j'appelle guerre des entreprises, parce que celle qui possède la donnée de l'autre a le maître mot ou sinon s'enrichit avec ces données. D'ailleurs, c'est pour ça que notre ami Elon Musk se bat en bec et ongle pour avoir son propre data center pour héberger ces données et le vendre à qui il le veut. Voilà, c'est ce que je pense de ce sujet-là. Donc, la guerre des données, c'est aussi la guerre des entreprises parce que la donnée est l'ADN des entreprises, selon notre collègue Christine. On est là? Oui, j'ajouterais l'aspect, bon, en suivant le raisonnement de Christine, j'ajouterais l'aspect politique de la chose parce qu'on entend souvent que je sais pas, tel État a volé des données ou bien tel État contrôle plutôt les données de cet État-là. Donc, selon moi, c'est par ça que je peux représenter la guerre des données. Donc, qui contrôle, qui gère, voilà, qui a la main mise sur les données de l'autre, en fait. C'est là peut-être que il peut avoir voilà, une petite guerre entre griffes entre les États là en question en termes de données. Alors, il n'y a pas une petite guerre des données, il y a une grande guerre des données. Ah, d'accord. Je vais résumer ce que chacune de vous a dit en commençant par ce que Irène a dit. Pour Irène, la guerre des données, c'est vraiment la collecte des données, du coup. Et pour Christine, il y a guerre des données parce que la donnée représente l'ADN des entreprises et donc c'est aussi une sorte de guerre entre les entreprises. Et on est là, la guerre des données, du coup, c'est une guerre aussi politique. Et c'est politique aussi parce que là, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de surveillance comment dire, les révélations d'Edward Snowden sur les surveillances que les États-Unis opèrent sur les autres pays. Donc, quand on surveille les autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On collecte leurs données. Et déjà, il y a aussi l'affaire Cambridge Analytica où des données de Facebook ont été vendues dans des campagnes, dans le cadre de campagnes présidentielles. Donc, aujourd'hui, la donnée représente tout. Donc, celui qui a plus de données a plus de pouvoir. Donc, c'est ce que Christine a résumé. Et donc, c'est pour ça que les entreprises se battent pour avoir des data centers, avoir des clouds pour pouvoir collecter le masse de données et influencer parce que la donnée est politique, économique et aussi tout ce que vous voulez. Et donc, il y a une grande guerre des données. Alors, comme nous avons repris le format de cette émission et maintenant, nous faisons, avant d'arriver aux questions, on fait une sorte de veille. La veille, comme on l'avait annoncé. Donc, je vais donner la parole à Christine pour commencer à nous présenter l'actualité, au fait, autour de la thématique d'aujourd'hui, cloud, données et souveraineté numérique. Christine. Okay. Merci Bernadette. Merci. En fait, moi, je vais commencer toujours et comme d'habitude par le cloud. Comme vous me connaissez déjà, vous savez que je suis une grande passionnée du cloud. Donc, je dirais que vous l'avez bien mentionné chacune dans votre intervention tout à l'heure, que quand on parle de données, on va forcément aller collecter. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui stocke ça quelque part sur un serveur, que ce soit en physique ou dans le cloud, c'est stocké. Et moi, l'actualité sur laquelle j'aimerais quand même zoomer, c'est le fait qu'on aujourd'hui, on remarque qu'en Afrique, il y a beaucoup de data centers qui sont en train de se construire, qui sont déjà mis en place, des data centers locaux. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur ce schéma, ce vieux schéma où on va aller stocker ces données en Amérique, chez notre ami Bezos, chez AWS, ou sinon chez notre géant du logiciel Microsoft, mais on va plutôt vers des partenaires stratégiques locaux pour aller construire des data centers dans les pays africains. Et je trouve ça merveilleux parce que je me suis même amusée à faire des scores entre les pays africains. J'ai vu qu'en en Afrique du Sud, on a la séquence 6. Au Kenya, le Kenya prend la deuxième place avec 19 data centers. On a le Nigeria qui prend le 17 data centers avec le Maroc qui suit et l'Égypte qui, bien sûr, n'est pas du reste aussi. Donc, c'est très merveilleux comme, on va dire, nouvelle sur la toile technologique.
Et également, la deuxième pépite aussi qui a en tout cas retenu mon attention, c'est l'IA développée par les ingénieurs noirs pour la communauté noire. Et oui, 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 quand on parle de données, nos données sont obtenues comment? C'est avec le travail qu'a fourni d'autres chercheurs et on se rend compte qu'il y a des biais algorithmiques. Donc, pour casser ces biais-là, la communauté noire a décidé aussi d'entraîner ses propres modèles avec ses propres données qui ne sont pas biaisées. Et je trouve ça très intéressant comme défi. Voilà les actualités technologiques que j'ai envie de partager. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez des questions, mais bon, moi, je trouve ça magnifique comme pas. On reviendra aux questions plus tard. Je donne la parole on est là pour continuer. C'est toute d'actualité. Oui, je n'ai pas de questions, mais par rapport, j'ai constaté que Christine était un peu contente de ce projet de construction de data centers locaux en Afrique. Faudrait pas trop sauter de joie parce que après, tu vois le truc utopique là. J'avoue. Tu entends projet et tout. Moi, l'information que je veux vous partager aujourd'hui, c'est c'est très récent. J'ai vu qu'il y avait un salon de souveraineté numérique qui a eu lieu le 30 juin au 1er juillet à Paris, qui a réuni vraiment une centaine d'exposants, où il y avait aussi des exposants, des personnes ceux qui ont aussi des propositions d'idées aussi africains, mais il y avait surtout des fournisseurs extra-européens qui étaient présents. Donc, à 80% des dépenses, et il y avait des chiffres chocs, par exemple, comme 80% des dépenses cloud européens qui profitent à des acteurs américains à 265 000 d'euros. Et là, ça questionne encore un peu plus déjà sur le fait que parmi les exposants, on ait des fournisseurs étrangers qui viennent, sachant qu'on parle de la souveraineté numérique des données européennes. Donc, pour moi qui travaille dans la communication, ça me pose une vraie question de confiance en ce que, à savoir que les organisations qui utilisent ces services, est-ce qu'ils savent réellement ce que ces services-là, ces fournisseurs extra-européens font de leurs données? Est-ce qu'ils disent réellement aussi à leur public où vont leurs données? Parce que de ce que j'ai vu aussi durant l'événement, il y avait 70% des données françaises étaient hébergées hors de l'UE. Donc, c'est des chiffres assez alarmants. Si ces chiffres sont élevés comme ça pour les pays européens, on imagine alors pour nos pays africains. Parce que c'est 70%, c'est que là, peut-être on est à plus de 100%, je ne sais pas. Donc, voilà à peu près ce que moi j'ai trouvé assez intéressant durant le sommet qui a eu lieu, au-delà de son importance, avec les exposants qui ont partagé leurs idées et les différents projets pour asseoir la souveraineté numérique des données en Europe et surtout en France, parce que ça a eu lieu à Paris surtout. Voilà. Merci, Ornella. Est-ce que Irène a une actualité à partager avec nous aussi? Alors, à mon niveau, ce n'est pas une actualité, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène qui se passe au niveau des données, de la guerre des données et des entreprises, je dirais, précisément au niveau des recrutements. Vous savez, sur les sites de recrutement, LinkedIn, Hello Work, Welcome to the Jungle, Indeed, etc., il y a des fausses offres d'emploi que les entreprises mettent exprès pour juste donner de la visibilité à leur entreprise, pour collecter les données, pour voir si il y a telle personne, il y a tel talent encore, il y a combien de talents qui sont toujours à l'affût qui cherchent à être à ce genre de poste, et ça leur donne aussi de la visibilité. De deux, au niveau des RH, je dirais, ou du recrutement toujours, il y a des fausses entretiens, c'est-à-dire on vous convie à un entretien, mais ce n'est pas un vrai entretien. On vous prend comme un cobaye, c'est-à-dire la RH a son assistante ou bien sa nouvelle stagiaire qui vient assister à l'entretien pour voir comment se passe un entretien. Mais toi, tu n'es pas là pour être recruté, mais eux se basent sur toi, ton profil pour entraîner l'autre. Donc, la question que je me pose, est-ce que c'est la meilleure des manières de faire
pour récolter des données? Est-ce que c'est la meilleure manière de faire pour former sa stagiaire? Donc, c'est ce que j'aimerais partager sur cette émission. Ok, merci, merci les filles. Avant de partager avec vous mon actualité, donc je fais un résumé de ce qui a été partagé, en commençant par ce que Christine a partagé autour de l'entraînement des données justement en Afrique, où il y a un réel besoin d'entraîner les IA aussi avec des données qui proviennent des contextes locaux. Déjà, les données dans les contextes exogènes peuvent introduire dans notre utilisation au niveau local, on reviendra après s'il y a des questions, et aussi la question de souveraineté numérique des données européennes sur le besoin. On est là, surtout dans un contexte où on voit que même en Europe, la plupart des données sont hébergées hors de l'UE. C'est une question pertinente si l'Europe, sur lequel souvent les pays africains se basent comme modèle. Or, ces problématiques, comment en fait ces questions se posent, eh bien, je peux dire que ces questions se posent vraiment avec acuité aussi chez nous en Afrique. Je reviendrai après peut-être sur ça pour plus de discussion, pour qu'on comprenne au fait la question. Quand on parle de souveraineté numérique, ce n'est pas forcément le fait de disposer aussi du data center, parce que le data center peut être en Europe et ne pas appartenir à l'Europe. Donc, c'est des questions sur lesquelles on reviendra plus tard. Lorsqu'on sait que dans le contexte américain, quel que soit là où se trouve une entreprise américaine, surtout dans le domaine du numérique, c'est la loi américaine qui s'applique à ce centre de données. Donc, que ce soit un centre de données qui soit dans l'UE, l'UE n'a aucun pouvoir sur ce centre de données parce que c'est la loi américaine qui s'applique. Donc, on reviendra après sur ces questions aussi. Et finalement, il y a Irène qui a partagé avec nous des manières de collecter des données qui sont problématiques. Par exemple, elle a pris justement le cadre du recrutement où on voit des fausses offres d'emploi ou bien des fausses entretiens juste pour pouvoir collecter des données pour entraîner des gens. Et est-ce que ces manières de collecter des données sont, je dirais, sont bonnes ou voilà. Donc, on reviendra après sur les questions. Je vais vous emmener aussi dans ça parce que finalement, ils font partie des géants. Donc voilà, pour l'actualité. Donc, selon un article de l'usine digitale qui a été publié le 16 juillet, l'État de New York a lancé un moratoire sur la construction de data centers qui consomment plus de 50 mégawatts. Alors, un moratoire, c'est quoi? C'est question de vulgarisation. C'est une décision juridique qui vise à suspendre au fait des actions et des activités, notamment des actions en justice ou de recouvrement de créances. Pourquoi des moratoires sur les data centers? Tout simplement parce que qui parle de data center soulève des questions prenantes de l'environnement. Souvent, on est centré sur l'innovation, mais on ne voit pas derrière tout ce que ça consomme en termes de ressources naturelles, en termes d'eau, en termes de pollution d'environnement. Un grand centre de données pollue l'environnement. Donc, il y a des questions de dégradation de l'environnement. Donc, c'est pour ces raisons, justement, que ce moratoire a été adopté pour empêcher en tout cas, la construction des data centers en désordre. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont envie de planter des data centers parce que chacun, avec cette question de souveraineté numérique, chacun a envie de détenir ces données, mais on passe en second plan les questions liées à l'environnement et donc c'est dans ce cadre que l'État de New York a réagi. Alors la seconde actualité, on reste toujours dans le sillage des USA, de l'Amérique, donc on va un peu vers le Canada où Meta est en train de construire un data center de plus de 13 milliards de dollars et qui sera doté d'un gigawatt. Donc, voilà un peu dans ce projet prévoit donc la création de
près de 3000 emplois et aussi 3000 emplois temporaires et 300 emplois pérennes. Et dans ce projet, donc, je pense que Meta a dû voir un peu toutes les questions qui sont liées à l'environnement aujourd'hui, qui sont dans l'actualité. Donc, ils ont un peu anticipé dans leur communication en posant des bases au fait liées à l'environnement, où ils disent justement qu'une fois que le site sera pleinement opérationnel, vu que le site va consommer d'électricité autant que 800 000 foyers, donc c'est l'estimation. Donc, un site qui consomme plutôt à lui seul près de 800 foyers d'électricité, c'est énorme. Donc, Meta s'associe du coup avec une entreprise pour construire des green lights donc des solutions au gaz naturel pour soutenir sa consommation en électricité. Et en plus de ça, il prévoit des projets pour la consommation de son data center. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, on a un peu fait le tour, hein, on a vu les questions liées aux les manières frauduleuses de collecter des données, la santé numérique, aussi la question environnementale qui est liée à tous ces sujets. Donc, je laisse la parole si vous avez des questions par rapport à l'une des actualités ou l'autre. Donc, la parole est à vous. Bernadette, dans ta dernière intervention, là, tu as listé quand même de grandes initiatives qui se font. Peut-être qu'on n'a pas recherché, hein, mais du peu de ce que tu as partagé sur les États-Unis, les USA et tout, j'ai l'impression quand même, si on veut prendre à l'échelle, on va pas comparer, hein, mais si on veut comparer l'USA et la France, j'ai l'impression que la, la France, je vais pas dire les pays européens, j'ai l'impression que la France est plus dans les discours. Est plus dans les discours et c'est ce schéma-là que je crains. Il n'y a même pas le crainte, ça c'est le même schéma qu'on observe généralement aussi dans nos pays francophones. Il y a le discours, mais derrière, il n'y a pas ces grandes initiatives qui se font là. Et sachant que les États-Unis aiment, hein, se positionner déjà comme grands connaisseurs et tout, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, même si en France, on crée où il y a des fournisseurs français, on va préférer aller se baser sur des fournisseurs d'hébergement américains et tout. Et c'est un schéma qui se transpose France, États-Unis. Je ne vais pas dire pays africain en général, mais un pays africain de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comme le Togo, va vouloir copier la France, c'est-à-dire va vouloir se baser sur la France et ainsi de suite. Moi, je pense que la nouvelle qui m'a le plus étonnée, c'est par rapport à la collecte des données. Parce que je ne savais pas que les entreprises étaient prêtes jusqu'à ce point à stimuler des faux entretiens pour avoir des données, pour entraîner leurs robots de recrutement et autres. Voilà. Donc, Ils le font. Je voulais rebondir par rapport à la question de recrutement qui m'étonne moi-même, mais je vois aussi, même lorsqu'on s'inscrit vous voyez, lorsqu'on part dans les centres commerciaux et tout, dans une boutique lambda comme ça, où on nous demande de nous inscrire pour avoir, je sais pas, des points de fidélité ou même juste nos adresses, tout ça. Ah, mais ça part très loin. Ouais. Ouais, ça part très loin. Exactement. Ouais, et pas plus tard que la fois passée, j'étais partie, et ça, c'est juste à la base de l'échelle. J'étais partie dans un magasin et tout, et je n'ai pas de compte chez eux, ils m'ont pas demandé de compte, ils m'ont bien demandé délibérément de mettre mon code postal. Ils ont bien dit, est-ce que je peux mettre mon code postal pour qu'ils puissent analyser à peu près la clientèle d'aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un acte, tu vois, ça va être un acte simple à faire tout de suite, mais qui sait peut-être derrière, ça fait flipper et qui sait peut-être ta carte bancaire, on peut tracer tout ça. Et même, vous voyez, on se retrouve des fois, on a des communications des fois de l'assurance santé, de l'assurance logement qui nous dit, oui, vos données ont été piratées, mais on a eu à bloquer ça à temps. Ah non, on a eu à régler le problème à temps. Et même, j'ai reçu un mail, je ne sais plus de quel organisme,
et tout, entreprise. Ils ont même dit que voici ce qui a été collecté, votre nom, votre prénom. Ils ont listé tout ça, le vol de données. Et donc, c'est des trucs qui nous touchent à petite échelle. Bon, après c'est vrai qu'il y a la question de vol des données, mais il y a aussi la question de nos téléphones qui nous analysent à longueur de journée. Donc, le nombre d'appareils électroniques que tu as chez toi détermine le nombre de fois où on t'examine à longueur de journée. Donc, c'est vrai qu'il y a les longueurs, et ça dit parfois, oui, c'est souvent quand on fait des recherches et qu'on retrouve la publicité en ligne, on se dit c'est parce que j'ai recherché. Mais est-ce que ça ne vous est pas arrivé de n'avoir pas du tout recherché, mais vous avez juste discuté de ça avec quelqu'un et puis on vous envoie la publicité? Mais je comprends ça. Tu penses seulement, tu vois. Pour la pensée, il y a une anecdote. Avant, parce que j'étais dans un échange de combattants avec une IA. Je lui disais, tu écoutes mes conversations quand je parle. Il me dit non, c'est faux, c'est une idée. Je dis non, 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 non. Des fois, quand je parle de quelque chose, il m'a rassuré que non. C'est ça l'anecdote. Mais je trouve, mais quand même, si on fait une recherche et qu'on retrouve la publicité, cette traçabilité est importante aussi pour les chargés de marketing, pour les chargés commerciaux. Maintenant, c'est lorsque c'est volé, où ça part, où ces personnes qui le volent l'envoient, ou ces données qu'ils récoltent, où ils l'emmènent aussi. Voilà, Mais moi, j'ai envie de dire que la chose ne va pas aller de mieux en mieux. C'est parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois CGC, ils ont maintenant le droit de nous prendre nos données, nos photos, nos posts utilisateurs quand on utilise une plateforme réseaux sociaux. Donc, je pense qu'avec l'IA, on n'aura même plus besoin de donner une autorisation explicite pour que nos données soient exploitées. Voilà. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous laissons nos données partout. Et justement, je reviens à ce que j'étais en train de dire, les modèles de souveraineté numérique. Donc, quand on part, on laisse les pays qui ont un Internet fermé, ils arrivent vraiment à contrôler les flux d'informations. Bon, les données sont collectées, mais utilisées par le pays. D'autres personnes ne peuvent pas s'ingérer dedans. Mais quand on vient en Union européenne, c'est quoi le modèle? Le modèle de l'Union européenne est basé sur la loi. Donc, le RGPD que vous connaissez tous. Donc, le RGPD. Donc, les entreprises essaient de rester dans la conformité du RGPD en faisant quoi? En vous listant des droits que la plupart du temps, vous ne lisez pas. Donc, vous défilez les conditions d'utilisation jusqu'en bas et vous cochez. On le fait tout ça. Donc, quand on achète quelque chose, on rentre dans l'application, mais dans ces lignes qu'on ne lit pas, dans ces lignes qu'on ne prend pas le temps de lire. Mais il y a, en fait, on autorise peut-être notre téléphone à nous écouter. On autorise, au fait, comment dire, Meta à partager nos données avec notre entreprise contre l'argent. On a autorisé tellement de choses et tellement de fois que finalement, par exemple, même même avec l'application Mon Espace Santé, il y a peut-être certains quand leur médecin va les appeler pour dire j'ai eu telle information, il va dire mais quand est-ce que je te l'ai envoyé? Mais quand tu installais l'application Mon Espace Santé, tu avais autorisé qu'on envoie tes résultats à tes médecins. Donc en fait, c'est pour dire au fait qu'il y a tellement de choses qu'on autorise sans le savoir et après on se plaint. Donc, la question des données, justement, dans le contexte européen, lui, la question se pose parce qu'il n'y a pas forcément la souveraineté numérique qui est basée sur la capacité à avoir des infrastructures. En Europe, la souveraineté numérique est plutôt abordée dans le sens juridique où on veut contraindre les entreprises à respecter la loi de l'Union européenne. Mais sauf que dans ce sens, oui, les entreprises ont besoin des clients, mais les clients ont plus besoin de services. Donc, aujourd'hui, il y a que tu parlais de 79 ou je ne sais plus trop le chiffre, mais ça commence à s'améliorer parce que jusqu'à récemment, les données de notre sécurité sociale en France étaient hébergées aux États-Unis, par exemple. Jusqu'à récemment, avant il y a des projets qui ne se lèvent pour dire que les données de la sécurité sociale de tout un pays ne peuvent pas être hébergées en dehors de l'État. Et
Et il y a eu le projet santé numérique qui a été pris et devinez quoi, qui a été sélectionné pour mener ce projet avant que des personnes ne se lèvent, c'était Microsoft qui a été sélectionné pour pouvoir héberger. Même si Microsoft hébergeait les données en France, par exemple. Comme je venais de l'expliquer, même si Microsoft héberge les données en France, il y a le Cloud Act qui prévoit que même en France, les entreprises américaines peuvent, en fait, dans l'État américain, peuvent s'ingérer, en fait, dans les entreprises américaines, quelle que soit leur situation géographique. Donc, en fait, ces questions ramènent, en fait, dans une sorte de pouvoir, en fait, genre, il y a la capacité de chacun à pouvoir s'imposer. Et pour l'instant, les géants, on les voit, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine, donc, qui sont un peu partout. Mais c'est vrai que ce n'est pas une question de discours ou bien de manque de volonté. Il y a des investissements qui sont insuffisants, au fait, dans les infrastructures, je peux dire. Il n'y a pas suffisamment d'investissements. Alors, moi, j'aimerais bien que Christine revienne un peu sur son actualité parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement cette capacité-là à disposer de données endogènes, de données locales, ce qui manque un peu à nos contextes africains où la plupart des données qui sont disponibles, c'est parfois des données des organisations internationales qui sont déjà biaisées dès le départ, au fait, et qui ne reflètent pas le contexte finalement. Ah oui, c'est très important parce que aujourd'hui, qui possède la donnée va posséder l'économie de demain. Malheureusement, c'est comme ça, c'est vers cette architecture modèle qu'on va. Donc, ne pas posséder nos données, c'est enrichir les autres pour leur modèle et c'est forcément créer des biais algorithmiques qui vont jouer contre nous. Donc, on a plutôt intérêt à construire ces data centers locaux. C'est vrai qu'il y a le problème de l'écologie et que tout le monde ne se lève pas un matin puis met son data center. Ça ne serait pas l'idéal. Mais voilà, c'est un défi qu'on doit relever et que peu importe, en tout cas, le prisme sous lequel on veut voir la chose, on va y passer par là. Voilà. Ok, merci. En fait, pourquoi je trouvais ça pertinent? Parce que ça répondait à une des questions qu'on est là à poser justement sur le modèle au fait que les pays africains vont vouloir adopter. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a vraiment un modèle africain pour aborder ces sujets. Parce que quand tu analyses un peu l'actualité, il y a un peu le modèle de, OK, on va prendre des lois. Donc, voilà, on va se calquer un peu sur le RGPD de l'Union européenne. Et puis, il y a de l'autre côté, on veut mettre en place des data centers, mais on n'a pas trop les moyens, donc on fait appel à la Chine. Donc, ce qui fait que le problème n'est pas vraiment résolu, mais on déplace juste le problème pour aller ailleurs. Donc, vraiment, il y a aussi donc, ce besoin il faut qu'on se pose pour se demander c'est quoi le modèle qui va vraiment correspondre à notre contexte africain avec les ressources qu'on a et comment on peut les mener. Donc, il n'est pas question d'adopter le modèle de notre pays, mais de pouvoir réfléchir à des modèles qui sont vraiment représentatifs du contexte africain. Donc, et aussi, justement, ce que Christine disait par rapport à l'actualité de Irène, c'était aussi intéressant dans le sens où moi-même, je suis étonnée de cette manière frauduleuse de pouvoir chercher à entraîner des IA. Mais bon, c'est dommage pour le candidat qui s'est fait avoir. Mais bon, voilà, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Oui, c'est des choses que je pense qu'il faut essayer de réguler. Mais bon, comment réguler ce genre de flux, c'est vraiment la vraie question à se poser. Parce que et puis, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ah oui, légalement aussi. Qui est comme ça, non. Et tu n'as même pas le pouvoir de prouver que ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais, etc. Tu vas rien le prouver. Ah là, c'est mal barré. Ah oui, parce que comment tu peux prouver que c'est pas toi le mauvais candidat plutôt que de dire que eux, ils ont fait une fausse candidature, une fausse. Voilà. C'est ça, en fait. C'est très compliqué. Mais après, oui, on peut demander est-ce que vous avez recruté quelqu'un? Mais ils peuvent dire aussi qu'ils n'ont pas eu de bons profils et donc ils ont annulé le recrutement. Donc, c'est vrai que, oui. Ouais. Qu'ils n'ont pas trouvé un bon. Mais après, ils postent encore cette même fiche ensuite. Après qu'avoir écrit répondu qu'ils ont déjà trouvé un autre talent, ils ont trouvé quelqu'un de mieux pour le poste, donc on ne peut pas vous recruter. Ils postent encore les mêmes offres.
D'accord, merci, merci à à toutes. J'ai trouvé très intéressant chacune des actualités partagées, des informations, et ça vient nous édifier ça vient déjà nous informer sur ce qui se passe au fait dans le monde du numérique aujourd'hui, parce que quand on parle du numérique, ça a l'air un peu utopique pour nous, mais quand on commence par creuser un peu, on voit des réalités qui sont au plus près de notre quotidien, la question des données, par exemple. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser à chacune, c'est pourquoi on doit penser à la donnée aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, les données sont importantes? Parce que souvent, on crie données, mais pour le lambda, pour une personne lambda qui a juste envie d'utiliser un téléphone pour elle, vos histoires de données, ça commence par me taper sur les nerfs. Mais pourquoi, selon vous, la question des données est importante? Vous pouvez l'expliquer en vous basant sur un domaine, peut-être comme ça peut devenir plus clair pour quelqu'un, en fait. Oui, oui, moi j'ai envie de dire qu'on on se répète peut-être, mais c'est la donnée, c'est l'or noir de demain. Donc, la personne qui dit qu'on le saoule, c'est qu'il n'a pas envie de s'enrichir ou sinon il a envie de laisser le maître mot aux autres de décider de s'enrichir avec ces données. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les données, on sait tous que c'est partagé entre trois grands géants. On a AWS, je dirais quatre, on a Microsoft, on a Google, on a Meta. Et après, il y a des autres qui grappillent un tout petit peu, mais bon, on sait que les boss, c'est eux. Donc, pour moi, c'est important parce que ça va déjà permettre de décentraliser le modèle de business de données. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que quatre grands acteurs majeurs qui décident de quoi faire de nos données, commercialiser, jouer politique avec ça quand ça les arrange. Mais chacun aura maintenant une partie de ce pouvoir-là. Et moi, quand on rentre dans un écosystème où le pouvoir n'est pas concentré sur une seule personne, je trouve ça plus intéressant que d'être dans une dynamique où il y a quatre personnes qui détiennent le pouvoir et les autres sont là et subissent. Enfin, franchement, mes amis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je pense que ne serait-ce que pour cette raison-là, on doit commencer par s'intéresser à nos données. Voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on aura aussi les problèmes d'infrastructure parce que si on veut stocker les données, il y aura des infrastructures, il y aura des soucis, c'est-à-dire les inconvénients de l'écosystème et autres, mais ça ne va pas décourager parce que c'est plutôt aux entreprises, en tout cas pour moi, d'anticiper cela de leur côté et de repenser leur architecture, leur infra pour qu'on puisse relever ce défi qui est pour le bien commun de tous. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense concernant cette dynamique, cette nouvelle technologie et puis nos données. Je ne sais pas si Irène, pour revenir. Ouais, bon. Moi, c'est très simple. Hein. Les données sont des informations. Qui dit information, qui a tes informations peut te manipuler facilement. Mais la vraie question, c'est est-ce que nous sommes à l'abri? Nous pouvons protéger autant que possible. Mais il y a toujours un moyen que les entreprises collectent cela. Et tant qu'on a un téléphone, ils ont nos données. Moi, ce que j'aimerais rajouter vraiment à l'échelle individuelle, mini, et la question est pertinente parce que si on arrête une personne en route aujourd'hui, on lui dit donner, il va se dire, mais c'est un truc technique, ou bien quand on va rajouter souveraineté des données, là, il va penser que c'est un truc politique qui ne le concerne pas du tout. Même on a peut-être même des amis qui sont, je ne sais pas, dans un autre domaine, hein, qui ont fait des études, tout ça. Quand on va leur dire donner, c'est juste mon nom, mon numéro de téléphone, ainsi de suite, où on habite, tout ça. Donc, à cette échelle individuelle, moi, si moi, je dois expliquer l'importance des données, c'est pour dire que, bon, si j'ai par exemple une montre connectée ou un portable et tout, où j'enregistre mes informations, j'enregistre ces données-là, mon nom, mes informations et tout, une personne extérieure, une personne malveillante peut venir relier de bout en bout toutes ces informations-là pour créer mon profil, un profil de moi qui pourra permettre à cette personne-là d'usurper mon identité. C'est possible d'usurper mon identité, de réaliser des prélèvements bancaires, de mettre en place une procédure frauduleuse. C'est-à-dire, là, moi, par exemple, des fois, j'ai des messages où je ne sais pas ce que je faisais tout dernièrement. La personne, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà
ils m'ont écrit, ils ont donné mon nom, bonjour madame, etc. J'ai vu que dans les informations qu'ils ont donné, ils ont donné mon nom, ma date de naissance, mais il y avait une information qui leur manquait. C'est ça, il y avait quelques informations qui manquaient et ils ont juste demandé qu'en fait, il va falloir que je rajoute ça. Et quelque chose m'a fait tiquer. J'ai dit, bon, à quel moment ils ont eu ça de moi et c'est ça qui manque. Donc, ce sont des petites informations comme ça qu'on regroupe pour des personnes qui vont penser que non, c'est juste rien. Usurpation, on va aller acheter quelque chose derrière ton dos là-bas parce que la personne a eu ton numéro bancaire, ton numéro de carte ici. Il est parti avoir le code CVV ailleurs. Il a eu le nom sur une autre plateforme et c'est tout ça qu'il a relié pour avoir ton numéro, ton truc bancaire. Il fait des prélèvements, c'est fini. Donc, c'est comme ça, moi, je peux expliquer à peu près l'importance de cette histoire de données. Le pire pour rajouter, pour enchérir sur ce que tu dis, c'est que la personne a réussi à connecter ton numéro de carte, le code CVV, ton nom. Et maintenant, on sait que les banques ont la validation comment dire, 2 fois. Donc, ce qui fait qu'il faut que la personne valide au fait l'achat. Et ces mêmes personnes peuvent t'appeler pour se faire passer pour des conseillers bancaires et donc peut facilement t'avoir. Donc, en fait, ça ramène au fait la question de à quelle manière c'est important au fait de pouvoir savoir que les informations qu'on laisse, lorsqu'on clique sur les liens, il y a aussi des gens qui sont adeptes de cliquer sur les liens. Lorsqu'on leur envoie tous les liens, ils cliquent dessus. Mais en fait, on doit faire attention. Parfois, on n'a pas besoin de remplir les données. En cliquant sur un lien, le logiciel a la capacité de... Par exemple, je sais qu'il y a des gens comme moi qui enregistrent leur code sur le PC, par exemple. Ça fait des données ça fait beaucoup de données qu'on laisse sur Internet. Il y a lorsqu'on va sur un formulaire, on veut remplir, il y a le remplissage automatique. Mais pourquoi il y a le remplissage automatique? Mais c'est parce que tu as déjà rempli plusieurs fois. Et qu'on n'efface pas notre historique, on ne vide pas nos caches. Donc, toutes ces données sont déjà disponibles. En cliquant sur un lien, ça peut se remplir automatiquement. Mais pour une personne lambda qui n'est pas vraiment sensibilisée à ces genres de questions, c'est facile au fait. Même pour les plus avisés, moi, je me rappelle que j'ai déjà cliqué sur un lien où j'ai failli me faire avoir. J'ai dû rapidement opposer ma carte, sinon, ça allait être sale. Donc, voilà. Donc, c'est pour expliquer que, voilà, on peut tous être victimes au fait du cyberattaque. C'est pas seulement, il y a deux formes, il y a deux formes de cyberattaque. Il y a ceux qui volent les données pour aller le vendre sur les dark web, et puis il y a ceux qui viennent t'affronter directement pour pouvoir te voler. Donc, s'ils n'ont rien à faire, s'ils pensent que tu n'as pas suffisamment d'argent à voler, ils iront vendre les données sur le dark web. Et qui sait jusqu'où ton identité? Ton identité peut aller se trouver sur une scène de crime. Qui sait? Moi, je ne sais pas. Donc, on doit, en fait, ça, pour la petite on doit vraiment travailler justement cette notion de c'est important de protéger les données. C'est vrai qu'il y a les données personnelles et puis il y a les données qui sont publiques. Donc, mais comment on doit vraiment être sensibilisé à ces questions, ne pas cliquer sur des liens un peu partout et savoir, je ne sais pas, hein, peut-être qu'en fonction des cultures aussi, notre approche par rapport aux données, ça peut être différent. Peut-être que quand je vais prendre ces questions, je sais, j'ai déjà discuté avec quelques personnes, surtout dans le cadre de mes recherches, lorsque je parle à des personnes sur la question des données, genre pour eux, parce que je suis tous les Togolais qui sont tout le temps sur TikTok là. je ne suis personne, mais bon. Mais en fait, c'est des choses qui ne leur parlent pas forcément parce qu'ils pensent au fait qu'ils n'ont rien d'important que quelqu'un peut prendre. Mais c'est voir au fait, c'est ne pas voir à long terme, parce qu'à long terme, ces données peuvent justement être des couteaux qui reviennent vers vous et qui peuvent nuire à votre réputation et autres. Je ne sais pas si vous voulez enchérir les filles, mais bon, voilà. Ah oui, moi j'aimerais bien, pour la partie où tu parles de l'usurpation d'identité, c'est difficile à croire quand ça ne vous arrive pas, mais ça arrive à des gens. Il y a des documentaires aujourd'hui qui sont organisés, qui sont publiés, médiatisés, où les gens se retrouvent avec toute leur identité volée pour emprunter des sommes astronomiques ou commettre des crimes, où c'est à eux maintenant de démontrer que ce n'était pas eux.
Donc, franchement, même si ça ne vous intéresse pas, l'histoire des données, faites attention quand même à vos données. Et moi, j'ai envie de dire que c'est aux États de prendre leurs responsabilités et de mettre en place des initiatives dont on a parlé et pouvoir après ensuite sensibiliser la population. Parce qu'on ne peut pas attendre de la queue de décider alors que la tête ne décide pas. Il faut que la tête décide et ensuite le reste adopte. Voilà. Le micro est fermé, Anela. Oui, je risque de sauter du coq un peu. J'ai une question. Je ne sais pas si cette question est légitime. Je me dis, là en Europe, on pense aux questions vol mes données, ça peut créer ceci, usurpation, tel. En Afrique, par exemple, au Togo, on se questionne à chaque fois sur l'hébergement de nos trucs à l'étranger. Je pense que Bernadette, tu pourras répondre à cette question-là. Même au niveau de la santé, par exemple, on dit que non, nos data centers sont à l'étranger et tout. Qu'est-ce que ça implique dans le quotidien de nous, les Africains, le fait qu'on vole, par exemple, nos données et tout? Pour en faire quoi? Bon, quand je parle l'Europe et tout, je peux dire oui, il y a à la petite échelle la fraude, identité et tout. À la grande échelle, il y a ces trucs d'État et tout ça. Mais Togo, Europe, mon nom et prénom au Togo, par exemple, qui est hébergé, je ne sais pas, aux États-Unis, ça implique quoi? Bon, je ne sais pas si. Ah oui, hein, économiquement, c'est très, très, très dangereux hein, parce qu'aujourd'hui, si les gens arrivent à venir chez nous, à mettre en place des initiatives, à nous proposer des deals économiques, commerciaux, c'est parce qu'ils ont nos données et c'est parce qu'ils nous ont déjà étudiés, ce que nous-mêmes, on n'a même pas, en fait. C'est ça le problème Ouais, de je vois danger, ta en fait. réponse. Ouais, Voilà. merci. Je vois. La réponse me situe un peu parce que je me suis dit, bon, Voilà. ok. Bah, justement, ce que j'allais répondre que Christine a dit, l'enjeu est économique. L'enjeu est peut-être politique, mais laissons le côté politique et revenons, de toute façon, la politique même est économique. Donc voilà. Donc revenons au côté, je vais prendre Oui. l'exemple des données de santé que je connais mieux. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, si on est aujourd'hui, est-ce que tu connais une seule industrie pharmaceutique africaine qui règne au fait en Afrique sur le domaine des médicaments et autres? Non. Mais pourtant, les maux dont souffre l'Afrique, entre griffes, les maladies qui sont, la plupart des médicaments nous viennent d'où? Mais de l'étranger et qui, en fait, comment ils ont les informations pour traiter ces données-là? Mais en fait, chaque fois que nos données sont collectées, il faut te dire que c'est une influence économique qui va venir après, en fait. Donc, pourquoi là, en fait, on a parlé des données au niveau individuel. C'est pour ça qu'on parle de fraude à la carte bancaire, des trucs comme ça. Mais là, en Afrique, prenons le sujet, en fait, globalement, où chaque donnée qui est collectée est une influence économique qui arrivera plus tard, en fait. Donc, que ce soit dans le domaine de la santé, on sera plus tard la cible des lobbies pharmaceutiques qui vont essayer de nous vendre des médicaments, peut-être même pour des maladies que nous n'avons pas encore. Donc voilà. Qui vont venir après, des maladies qui viennent. Justement, ils essaient d'anticiper. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les pays africains eux-mêmes ne peuvent pas collecter des données. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, il y a ce manque de volonté parce que quand tu prends des programmes internationaux où il y a le financement, je dis qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de disciplines dans la collecte, mais justement, ce qui montre que c'est aussi les moyens financiers qui ne mobilisent pas trop les agents à vouloir faire cette collecte-là. Mais celui qui détient tes données a le pouvoir de t'influencer économiquement et politiquement et de te faire ce que tu n'as même pas envie de faire, en fait. Donc, c'est pour ça que même si c'est une question d'une personne lambda, si j'ai les informations de toute la population de Kara, par exemple, mais je peux vendre des choses, je peux analyser les habitudes des gens de Kara, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce que je peux leur vendre, en fait, comment est-ce que je peux déterminer ce que tu vas manger à midi juste en ayant tes données. Et donc, je viendrai te vendre ce que tu dois manger à midi. Et au même moment, la pauvre dame qui a son commerce à côté n'arrive pas à vendre parce qu'elle n'a pas ces données dont je dispose, au fait. Non, c'est de ça qu'il s'agit, au fait. C'est pourquoi nos pays sont encouragés à pouvoir eux-mêmes développer des moyens pour collecter des données parce que ces données vont les aider à pouvoir mettre en place des politiques publiques qui avantagent le pays et qui avantagent leur développement.
Il y a d'ailleurs des pays comme le Kenya ou des pays anglophones qui font des efforts, mais je ne serais pas étonnée que en analysant la chaîne de leur effort, le process de leur effort, on trouve une petite tournevis. Ah non, On trouve après les pays comme, je sais que tu penses au Kenya, au Rwanda, mais c'est des gens qui sont beaucoup tournés vers l'extérieur, qui sont beaucoup tournés ouais, c'est ce que je veux dire en fait. qui sont beaucoup tournés Ça vers répond. les États-Unis, la Grande-Bretagne, donc ils ont Oui, beaucoup d'aide. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir, mais c'est ça aussi qui leur permet de pouvoir mettre en place des politiques publiques après. Donc, je parce que comprends ça ce que leur tu veux permet dire. de pouvoir réellement collecter des données à la fin. Donc, c'est à voir. Je ne me positionne pas sur comment eux, ils s'y prennent, mais Non, c'est quand même important de collecter des données, au fait. La non, donnée, c'est parce oui. que c'est pour répondre à ta question ils peuvent, c'est la volonté qui manque, tu vois. Les pays peuvent, c'est la volonté qui manque, mais il faut aussi voir, est-ce que même si on lance cette volonté, là, on met cette volonté-là sur la table, est-ce qu'on peut faire un truc 100% africain et tout? C'était sur ça que je voulais revenir en pensant à ces Alors, pays le anglophones là. 100% africain, c'est vraiment très relatif, hein. Comme je dis, c'est justement, il faut qu'on se pose pour savoir qu'est-ce qui est l'approche qui marche le plus pour nous et surtout comment impliquer tout le monde. Parce que le problème souvent qu'on a, c'est on développe des solutions et on veut venir caser les gens dedans. Mais la plupart du temps, on sait que ça ne marche pas. Il faut développer avec les gens. C'est-à-dire, il faut les amener à nous suivre dans le process. Mais quand on met en place, par exemple, il y a eu des volontés, il y a eu des projets pour collecter des données, il y a eu des numérisations des systèmes. Mais très vite, les gens ont rebasculé à des systèmes, je dirais, archaïques, ou bien ils ont l'habitude, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu les mettre dans le process pour savoir qu'est-ce qui va marcher avec eux, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser. Donc, c'est aussi ça. Il ne faut pas développer en dehors des gens, mais il faut développer avec les gens. C'est aussi ce que je peux rajouter finalement. Donc, on tend lentement vers la fin de cette émission, hein. Donc, je pense qu'on a déjà fait des propositions, mais concrètement, aujourd'hui, on voit que la donnée, c'est quelque chose qui est important pour les États. Même si elle est menacée de partout, c'est quand même l'or noir, comme Christine l'a dit, et les États doivent s'assurer de pouvoir la collecter de manière responsable aussi et de la protéger pour pouvoir développer, parce qu'il n'y a pas de développement sans données. Donc, si il y a des pistes concrètes qu'on peut aujourd'hui, selon vous, explorer, surtout pour l'Afrique, je vous laisse la parole pour que chacune puisse intervenir sur ces sujets-là. Okay. Je commence. Moi, je dirais la première piste, hein, je défends mon église, c'est que les États prenaient en main la chose. Et puis, quand on parle de données, souveraineté, ne vous arrêtez pas juste sur les histoires de data center, mais allez plus loin. Pensez l'architecture des données, pensez l'architecture. Il faut que les entreprises aussi s'impliquent, c'est-à-dire que ça doit être l'État, les entreprises et la population ensemble. Il faut que les entreprises aussi s'impliquent dans le process pour que eux, derrière, ils anticipent au niveau de leur architecture pour ne pas avoir à stocker les données à l'étranger et ensuite après se débattre pour obtenir une souveraineté de données masquées, comme on a l'habitude de le faire des fois en Afrique. Voilà. Donc, il faut vraiment que la chose soit dans le réel, pratico bien fait et qu'ensemble, les acteurs principaux se mettent ensemble pour pouvoir bien penser la souveraineté de A à Z, pas juste une partie ou juste faire un miroir de solutions. Moi, je pense que c'est ce que j'ai envie de rajouter pour clôturer cette belle émission. Oui, on est là. Tu parles de conclusion ou des pistes? Des pistes, et puis on dira ça après. D'accord. En termes de pistes, je pense qu'on a glissé plusieurs dans nos interventions. Je dirais au niveau de l'Afrique, et par le passé, on a eu à parler de ça peut-être, il faudrait qu'on forme des ingénieurs. Même Christine, je pense, dans une de tes émissions, tu as brossé ce type de sujet. Qu'on forme vraiment des ingénieurs, je sais pas, un data, qui sont spécialistes cloud ou des juristes numériques, vraiment des personnes qui, non seulement qui se forment à l'extérieur, mais qui localement viendront quand même ramener l'impact, les résultats de leur formation sur sur les réalités, nos réalités africaines.
parce que je pense qu'il y avait une émission que tu avais regardée où un intervenant parlait des personnes qui se forment à l'extérieur, c'est un constat, qui se forment à l'extérieur, mais remettent encore leurs ressources, les ressources apprises au profit de ces pays extérieurs-là. Ou soit quand la personne revient dans son état africain, dans son pays, je ne sais pas, peu importe lequel, sinon la plupart francophones, et l'atmosphère, le contexte fait que ce qu'il a appris à l'extérieur, là, il ne peut même pas l'appliquer, voilà, dire que le mettre sur pied. Donc, ma piste, c'est le côté pédagogique, formation et ressources à implanter. C'est la piste que moi, je peux proposer pour l'Afrique. Voilà. D'accord. Du coup, Irène, quelle piste, selon toi, peut être explorée? Merci, les filles. Bon, de mon côté, j'ai pas grand-chose à dire. Et comme on l'avait dit juste précédemment, à propos de cette collecte de données par recrutement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment empêcher, mais quand même, il y a des trucs sur ces fiches qui mettent la puce à l'oreille, par exemple. Il y a des offres qui sont un peu trop vagues. Là, on sait que c'est une collecte de données, ça, c'est un. De deux, il y a des écoles qui font des appels sont surtout des écoles de commerce, ils mettent offre d'alternance, alors que ils n'offrent pas de l'alternance, mais c'est plutôt, ils sont à la recherche de nouveaux clients des étudiants. Ouais. Il faut, la question que j'aimerais poser encore à ces entreprises qui font ce genre de choses, que c'est la meilleure manière de collecter des données. Bon, j'espère qu'ils viendront commenter pour répondre. J'espère. Oui, j'espère. À la question. Merci à chacune pour vos interventions qui sont très précieuses. Moi, j'ai été beaucoup éclairée sur des sujets, mais aussi vous avez justement soulevé des interrogations qu'on doit se poser davantage dans ces contextes où on sait que le développement numérique ne va pas s'arrêter, ça va se poursuivre, et comment les États s'inscrivent au fait dans ce développement-là. Est-ce que les États laissent le monopole au fait à quelques grandes entreprises, comme Christine l'a dit, aujourd'hui dans le domaine du cloud, il y a 4 grandes entreprises qui détiennent le monopole, surtout au niveau Amérique, Afrique et Europe, parce que le continent asiatique, c'est autre chose, mais n'empêche que ça nous permet en fait de voir un peu en fait l'impact que les grandes entreprises peuvent avoir face aux États. Donc, il y a même des chercheurs qui parlent des pouvoirs en fait que les géants ont et qui peuvent s'opposer à des pouvoirs des États parce que finalement ils ont plus de pouvoir que certains États réunis, quoi. Donc, il faut que les États commencent réellement à réfléchir. Comme je vais aller dans le même sens que Christine. Donc, quand on parle de données, ce n'est pas une question de dire je vais construire 10 000 data centers. Donc, c'est temps aussi à mener la chose à ce que le privé ou bien le public puisse collaborer ensemble pour pouvoir proposer quelque chose qui soit réellement favorable pour le contexte ou le développement du contexte économique ou bien même social des pays. Aujourd'hui, il y a tellement de projets qui sont restrictifs, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément le privé qui arrive à trouver sa place en fait dans ces propositions de numérisation, alors que ça ne doit pas être comme ça. On s'appuie plus sur des contextes exogènes, alors qu'on a des acteurs au niveau local. Donc, ça revient aussi à ce qu'on est là a dit parfois. Il y a des personnes qui sont aptes à faire ce genre de choses, mais on ne leur donne pas l'occasion de le faire juste parce que le contexte est contraignant, il n'y a pas les moyens. Donc, il faut vraiment donc un peu de tout ça, revoir notre contexte, de comment on aborde le sujet pour pouvoir faire des propositions qui cadrent finalement avec nos manières, les manières africaines de voir la question de numérique ou bien de l'IA, quelle que soit la technologie, parce que la technologie doit avant tout répondre à des besoins locaux plutôt. Et aujourd'hui, on voit qu'on importe beaucoup de technologies qui ne répondent pas à des besoins. Ce n'est pas des
outils développés en Asie qui va venir résoudre des problèmes dans un fond village, je ne sais pas, les gens du Nord vont penser que je les cible, mais bon, voilà, on prend d'apparent quelque part là-bas. Il y a des fonds de village aussi au sud. Bon, à Kévier, par exemple, voilà. Donc, c'est pas un fond de village. donc voilà, peut-être l'agriculture. En fait, aujourd'hui, on sait que nos pays, la plupart vivent de l'agriculture, mais les solutions de l'agriculture viennent d'ailleurs. Ce sont des anomalies, en fait, qu'il faut corriger. Parce qu'il y a des personnes, je pense, capables, en fait, de pouvoir développer des solutions pour l'agriculture, que ce soit des solutions technologiques ou pas. Ça peut venir du local et il faut juste créer le cadre pour. Et c'est ce que Christine a dit, il faut que les États se lèvent pour pouvoir rejoindre le mouvement comme il le faut. Donc, sur ce, on est arrivé à la fin de l'émission et comme vous le savez, il y a toujours un mot de fin. Il y a toujours un mot de fin. Donc, je vais donner la parole à chacune, cette fois-ci en commençant par Irène qui nous a rejoint aujourd'hui pour la première fois dans cette émission pour donner son mot de fin et ensuite, ça sera Christine et Ornella et puis on va clôturer cette émission. Ok, mot de fin, c'est-à-dire un seul mot, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu aimerais dire à la fin? Qu'est-ce qu'on doit retenir selon toi pour cette émission? Voilà. Bon, je vais me répéter encore. Les données, ce sont nos informations. Qu'on le cache au maximum ou pas, il y a quand même une fuite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la protéger. On peut le protéger, mais quand même, on doit se mettre dans la tête que ça ne peut pas être caché à 100%. C'est bon. D'accord. Ok. Moi, je pense qu'on a déjà dit le plus important. Donc, s'il y en a qui se posent encore la question, comme Ornella l'a dit, pourquoi mes données sont importantes, revoyez l'émission, partagez avec vos amis et puis réveillons-nous ensemble pour protéger nos données, quoi. Voilà. Merci Christine, merci Irène. Oui, merci les filles. Moi, mon mot de fin, ça pourrait répondre à peu près ce qu'on a dit, c'est que faudrait qu'on arrête d'imaginer uniquement la souveraineté numérique au niveau des États, des géants du cloud en disant c'est France, USA, c'est data center indépendant, l'Afrique, quoi. Non, la souveraineté numérique aussi, là, on a eu à en parler avec des exemples de recrutement, d'un art, d'agriculture, d'économie, de santé. On a eu à donner plein d'exemples qui prouvent que la question de la souveraineté des données se joue aussi à chaque échelle individuelle, à mon niveau, à notre niveau à chacun, parce que chaque donnée volée, chaque nom, chaque date de naissance qui est volée permet d'enrichir une source quelque part, cachée quelque part, et tout cela qui impacte après cette question de souveraineté numérique. Après, voilà, il y a plein de choses qui ont été dites, donc j'invite toute personne à aller à revoir ce qu'on a Merci chacune pour vos mots de fin. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'étais avec Ornella, Irène et Christine pour cette émission Cloud, données et souveraineté numérique où nous avons essayé, je dis bien essayé, d'expliquer un peu l'importance des données avec l'actualité. On le voit, les projets qui se développent un peu partout. On a fait un tour d'horizon de l'actualité pour voir comment la question de souveraineté numérique liées aux données aussi se pose et la question, le débat s'est ensuite recentré un peu sur l'Afrique parce que c'est quand même notre terrain un peu dans cette émission où ce que nous produisons, c'est dans l'intérêt, c'est pour que ça serve au fait le développement du continent et donc on espère au fait que ces sujets font écho avec des questions que vous avez et on vous invite justement à partager le lien, à nous envoyer vos questions. Peut-être que ces questions peuvent faire l'objet d'une autre émission où on va essayer de vous répondre, aller chercher des sources aussi fiables, académiques, institutionnelles pour répondre à ces questionnements que vous avez. On vous dit merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain numéro. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci. Bye bye.
Bye.